on dit souvent que plus tu te lances tôt, bah, plus vite tu vas faire les erreurs pour après réussir, quoi. De toute façon, c'est l'école de la vie. On avait acheté un camion qu'on avait tout équipé. C'est-à-dire un camion où dedans il y avait tout. Il y avait pour tailler la clé, pour faire la programmation, etc. Il suffisait que quelqu'un nous appelle et en fait on se déplace. Moi je t'appelle, tu viens chez moi, c'est ça. Tu me refais ma clé. Exactement. À la seconde, quoi. Enfin, genre c'était vraiment en moins d'une heure. C'est un peu comme un contrat de mariage, quoi. Donc, je dis toujours, chacun doit se couvrir. Faites un pacte d'associés, histoire de savoir si jamais il y en a un qui veut partir. Je travaille, t'échoues, je travaille, t'échoues. Et il répète ça au moins 10 fois. Et un jour tu travailles, tu réussis, tout le monde va croire que c'est du jour au lendemain. Alors qu'en fait, derrière, il y a eu tellement d'échecs. Moi, j'aime trop dire qu'en vrai, faut faire les choses. C'est le plus important. Fais les choses. Est-ce qu'il n'y a pas eu... Est-ce que c'était pas prévu? Parce que nous, on a des lettres de mission. Ouais. Si dans la lettre de mission, le gars, il te dit, je te fais... ta TVA tous les mois, t'es content parce que tu payes pas cher, voilà. Ne demande pas, enfin voilà. Des fois, en creusant, tu te rends compte qu'en fait, c'était pas prévu dans la lettre, ou vous n'en avez pas discuté, ou on croit souvent que je paye ça, donc tout est inclus dedans. Mais tous les jours, j'avais des demandes de Eladine, je veux une vidéo, je veux une vidéo, je veux une vidéo. Et de là, je me suis dit, c'est un truc de fou. Il y a un besoin en fait. Il y a un business dedans. Il y a un besoin, il y a quelque chose. C'est ça. Et je regarde un peu le milieu des agences et je me dis en fait, et si on crée une agence? Si en vrai, même si je suis pas du monde de la vidéo, si je crée une agence vidéo et mon but ça serait d'aller travailler avec des grandes marques en fait, avec des grosses marques comme on fait maintenant, quoi. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Outsider. Donc le podcast dédié à l'accompagnement stratégique et financier des entrepreneurs et des futurs entrepreneurs. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir sur le podcast Eladine Ali. Il est ingénieur de formation. Il est le CEO d'une boîte de création de contenu vidéo sur les réseaux sociaux. Bonjour Eladine, comment tu vas ? Bonjour Rabat, ça va très bien et toi ? Merci de m'avoir invité. Écoute, c'est un plaisir de te recevoir. Donc avant de te présenter pour qu'après tu puisses prendre la parole pour présenter un peu ton parcours, je tiens d'abord à ce que tout le monde sache qu'on se connaît depuis un moment. On s'est connus dans Comlink, on en parlera un peu plus en détail, mais qui est un réseau d'entrepreneurs. Donc, pourquoi je t'ai invité ici aujourd'hui? C'est parce que déjà, j'ai eu envie de connaître un peu ton parcours. Parce que je te vois sur LinkedIn, je te vois un peu partout. Je sais que tu as une société qui crée du contenu. Et comme c'est un domaine qui me parle, parce que je suis un peu passionné, je suis expert comptable de base, mais je suis passionné par la création de contenu. L'idée du podcast, c'est que tu parles un peu de ton parcours, qu'on échange un peu sur les difficultés que tu as eues, les réussites, les échecs, mais également, de temps en temps, pas que je te couperai, mais de temps en temps, j'interviendrai pour t'apporter un peu ma casquette un peu d'expert comptable, pour que d'autres entrepreneurs puissent aussi avoir une vision ou des indications sur certaines démarches à suivre au niveau stratégique et financier. Donc, on va dire, c'est pas un consulting en live, mais voilà. Consulting gratuit. C'est ça. C'est parfait. Qui pourra aider d'autres personnes. Donc, alors, si je résume, tu es ingénieur de formation. C'est ça. Donc, tu as fondé une société qui s'appelle Imagineur. C'est une agence de création de contenu vidéo pour les réseaux sociaux. C'est ça. Et tu as un futur projet dont tu me parleras tout à l'heure. J'ai plein de projets. Mais voilà, donc maintenant, je te laisse la parole. Donc, je te laisse te présenter, nous parler un peu de ton parcours et on y va, quoi. Ok, top, parfait. Déjà, merci à toi de m'avoir invité dans ce podcast. Franchement, c'est top. C'est vrai qu'on s'est connus il y a quelques temps, genre grâce à Comlink. et franchement, genre, on a bien accroché. Donc, on avait la même vision sur certaines choses. Donc, franchement, j'ai vraiment aimé notre échange. Et du coup, merci à toi pour le podcast. Donc, moi, je m'appelle Eladine. Donc, Eladine Ali. Donc là, j'ai 29 ans. Même si ça se voit pas, je fais très, très jeune, tu vois. Mais j'ai 29 ans. Et je suis ingénieur de formation, comme tu l'as dit, et je suis le fondateur de Imagineurs, une agence de création de vidéos pour les marques, pour les réseaux sociaux. Donc, on les aide à mettre en place des stratégies vidéo, que ce soit sur YouTube, sur TikTok ou sur Instagram.
Et on travaille notamment avec plusieurs marques comme Orange, Samsung, LVMH, ou aussi des petites startups ou des plus grandes là-dessus. C'est quand même il y a quand même des grands noms. C'est ça, il y a des grands noms. Après, genre on en parlera mieux quand je ferai un peu l'historique de mon parcours, mais c'est vrai que ça n'a pas démarré directement avec ces gros clients, parce que moi, je suis pas juste dans le monde de la vidéo, mais du coup, on en parlera. Je sais pas si tu veux que je commence de où. Direct, déjà, t'es de Marseille de base. Ouais, déjà, maintenant, okay. T'es à Paris, tu nous as trahis, mais t'es de Marseille de base. C'est ça. Donc, c'était quoi ton parcours académique déjà, jusqu'à en arriver là, quoi? Ouais, déjà, moi, l'entrepreneuriat, ça m'a toujours passionné. Franchement, depuis que je suis petit, quand on me disait qu'est-ce que tu veux faire plus tard, c'était pas forcément entrepreneur, parce que je savais pas ce que ça voulait dire entrepreneur, mais je disais à mes parents ou même à l'école, je veux créer des choses en fait. Je veux créer des choses, je veux créer des choses technologiques. Moi, je sais pas si tu as connu genre Astro Boy. Oui. Voilà, donc moi j'étais un grand fan d'Astro Boy. Je me disais un jour plus tard, je vais créer mon Astro Boy, j'aime trop les robots, etc. Donc moi, quand j'étais petit, je disais que exactement, je voulais créer des choses, mais je savais pas que c'était on va dire des entrepreneurs qui créaient des choses ou autre. Il n'y a pas que les entrepreneurs. Mais depuis l'âge de 6 ans, je voulais créer plein de choses. Et souvent, je raconte cette histoire-là de ma mère. Quand j'avais 6 ans, je disais à ma mère, ouais, je veux faire des trottinettes qui volent ou des voitures qui volent, etc. Et ma mère, au lieu de me dire que, en fait, mon fils, t'es fou, ou bien juste me dire comme, je pense, beaucoup de parents font en mode, oui, c'est bien mon fils, et voilà, on passe à autre chose. C'est ça. En fait, elle me disait, en fait, va prendre un stylo et une feuille, on va dessiner ton idée, et on va l'envoyer à quelqu'un, et il va la créer pour toi, quoi, en attendant que tu as les compétences. C'est bien, il y a cru. Enfin, mais clairement. Et du coup, on faisait, on dessinait mon idée, genre je dessinais, etc. Et mon père, en fait, il m'accompagnait jusqu'à la poste pour aller poster mon idée. Mais moi, j'étais petit, donc je savais pas à qui on l'a posté. Et en fait, elle me disait plus tard qu'on l'a posté à n'importe qui, en fait. On savait pas. Au hasard. C'est ça, au hasard. Mettez une adresse. Exactement. Et du coup, grâce à ça, en fait, je me suis toujours dit que à chaque fois que j'ai une idée, faut que j'essaye de tout faire pour la réaliser, parce que depuis que je suis petit, genre que ça soit mes parents, que ça soit même mes potes ou autres, en fait, ils croyaient en moi, quoi. Genre, quand je disais j'allais faire des voitures qui volent à mes potes alors qu'on était en CM2 ou 6e, ils étaient là, vas-y, c'est parti, quoi, tu vois. Donc, j'ai pas pas au sérieux, quoi. C'est ça, tu vois. Et c'est pas j'ai jamais eu ce côté que plein d'entrepreneurs disent que personne a cru en moi ou tout le monde me disait j'étais fou. En vrai, moi, franchement, depuis que je suis petit, tellement j'ai habitué les gens à leur dire, les gars, putain, je vais faire ça, putain, je vais faire des projets, putain, je vais créer des choses, tellement c'est rentré dans leur tête, en fait, pour eux, même quand je dis demain, si demain je vais voir des potes, je leur dis, les gars, demain je vais créer je sais pas, une voiture qui va aller à la Lune en 1 heure, ce sera bon, let's go. Go, quoi. C'est ça. Tu soulèves un point important, parce qu'en fait, c'est vrai que dans les discours un peu des entrepreneurs, on va dire, qu'on voit souvent un peu partout, quoi, sur les réseaux, c'est personne n'a cru en moi, j'ai galéré, personne n'a cru en moi, etc. Et en fait, tu apportes un peu cette nuance en disant que dans ton cas à toi, même si tu pouvais dire que tu vas créer une voiture qui vole, tes parents ne t'ont pas découragé, ils y ont cru, quoi. Exactement. Voilà, donc ils t'ont pas un peu, on va dire, ils t'ont pas tué le rêve très tôt, quoi. Exactement. Et je pense que c'est parce que ça s'est fait petit à petit. Je suis pas arrivé à 18 ans et dire les gars, je vais faire une voiture qui vole. Non, c'est vraiment ça arrivé depuis que je suis petit, je le dis. Et du coup, pour eux, c'est limite devenu la normalité, en fait. Donc c'est un peu ça. Et du coup, logiquement, moi, je me suis orienté dans des études d'ingénieur en électronique, donc en système embarqué, parce que je me suis dit, ceux qui créent des robots, ceux qui créent, on va dire, des voitures, etc., c'est souvent les ingénieurs, donc c'est ceux qui créent ces choses-là. Donc j'ai fait un bac S, ensuite j'ai fait 2 ans de DUT, donc ici à Marseille, à Saint-Jérôme, et ensuite je suis parti à Paris, et j'ai fait là une école d'ingénieur en système embarqué dans les transports intelligents. Et j'ai fait ça en apprentissage, donc en apprentissage, j'étais chez Renault, j'ai travaillé sur la voiture autonome, donc en alternance, c'est ça. En alternance, c'est ça. Donc c'était l'alternance de mes rêves, clairement. Franchement, franchement, je travaillais sur la voiture qui se conduisait tout seul. Donc à chaque fois que je venais à l'école, c'était. Elle n'est pas sortie, celle-là, alors? Non, elle n'est pas sortie encore. D'accord, parce que moi je l'attends, la voiture qui se conduit toute seule. Non, elle n'est pas encore sortie, mais franchement, j'ai travaillé dessus et j'ai trop kiffé. En fait, il y avait vraiment tout ce que j'aimais, genre la technologie. Genre le futur, parce que c'était clairement le futur, on travaille sur des véhicules, franchement, genre même tu les vois maintenant, ils sont même pas encore sortis justement, et j'aimais trop. On m'a même proposé après genre de rester, mais tellement dans ma tête, j'avais cet esprit de non, j'ai envie d'être entrepreneur, j'ai envie de créer des choses, parce que moi, depuis que je suis petit, genre même quand je regarde dans les livres, on dit souvent que plus tu te lances tôt,
bah, plus vite tu vas faire les erreurs pour après réussir, quoi. De toute façon, c'est l'école de la vie. C'est ça. On dit, c'est un point important parce que on dit souvent, oui, je vais prendre le maximum d'expérience, etc. Mais dans les faits, c'est le terrain, quoi. C'est-à-dire, plus tu te lances, plus tu te casses la gueule tôt. Exactement. Et plus tu apprends, quoi. Tu apprends plus rapidement, quoi. Exactement. Bah, moi, c'était un peu ça. Je me suis dit, franchement, là, en plus, on avait, vu que j'avais fait apprentissage, j'avais 2 ans de chômage. Donc, moi, j'ai pris ça comme une opportunité. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui se disent, ouais, le chômage, genre, limite, c'est honteux pour eux. Oui. Alors que pour moi, c'était limite, je me suis dit, là, ça veut dire, en fait, que pendant 2 ans, je peux lancer le nombre de projets. C'est ça, peu importe le projet que je veux. J'ai 2 ans pour faire mes projets et je vais être quand même financé par le chômage. Ouais. Donc, et mon chômage, il était pas énorme, mais en soi, il payait mes charges. C'est ça, donc voilà, quand même, ça payait mes charges. J'avais toujours mon appart étudiant, etc. Donc, en soi, je me suis dit, pendant 2 ans, tu peux créer tous les projets que tu veux, même si ça réussit pas, c'est pas grave, tu seras quand même financé. Sur ce point-là, je me permets de rebondir parce qu'on peut cracher sur tout ce qu'on veut sur la France. Mais aujourd'hui, il y a une certaine, j'ai pas envie de dire facilité, mais quand tu as envie d'entreprendre, tu peux bénéficier de plusieurs choses, quoi. Ah, mais il y a tellement de choses, et même des subventions, il y a des aides. Non, franchement, il y a des choses. Après, c'est sûr, il faut les connaître, il faut savoir, il faut s'informer, mais il y a trop de choses pour nous faciliter. Toi, ton exemple, là, tu étais en alternance pendant 2 ans. 3 ans. 3 ans, donc 3 ans d'alternance. Après, tu n'as pas enchaîné direct sur un CDI ou quoi. Tu avais quand même pu avoir le chômage pendant 2 ans. C'est ça. Le temps de monter ton truc, de tenter tous tes projets, quoi. Exactement. Ça, Non, franchement, pour moi, c'était le rêve. Parce que je me suis dit, plus je me lance tôt, mieux je vais comprendre les erreurs. Parce que genre, je savais déjà que l'entrepreneuriat, c'était dur. Parce que genre, vu que j'étais très passionné par ça, j'ai lu beaucoup de livres là-dessus, je m'informais beaucoup à ce sujet. Et je me suis dit, si je me lance, quel que soit le projet, même si mon but c'était l'innovation, parce que c'est vraiment ma passion première, l'innovation, mais je me suis dit, il faut que je trouve un projet que je lance, au moins je comprenne c'est quoi vraiment l'entrepreneuriat, trouver des clients, comment faire les choses, comment structurer une entreprise, etc. Donc j'ai lancé une première société directement après avoir été diplômé, en électronique automobile. En fait, on refaisait les clés de voitures de nouvelle génération. Tu vois, les nouvelles clés de voiture, bah, elles ont la centralisation, elles ont le kit main libre, etc. Donc c'est plus comme avant où tu pouvais les programmer très facilement. Maintenant, il faut des machines, c'est un peu plus complexe. Et du coup, on s'est lancé avec 4 amis à moi. Donc, les premiers mois, franchement, ça se passait trop bien. Genre, c'était limite... Mais quand tu dis vous refaisiez les clés, moi, je sais que, par exemple, j'ai une voiture avec fermeture centralisée, là. Ma clé, elle pète, j'ai pas de solution, quoi. Je vais chez Peugeot. Ouais, soit c'est Peugeot, ou soit après, il y a des séries. C'est ça. Bah, en fait, nous, on avait sorti un concept assez innovant. C'était qu'on avait acheté un camion qu'on avait tout équipé. C'est-à-dire un camion où dedans, il y avait tout. Il y avait pour tailler la clé, pour faire la programmation, etc. Il suffisait que quelqu'un nous appelle et en fait, on se déplace directement. Moi, je t'appelle, tu viens chez moi, c'est ça. Tu me refais ma clé. Exactement. À la seconde, quoi. Enfin, genre, c'était vraiment en moins d'1 heure, quoi. En moins d'1 heure, on te refait ta clé, même si t'as tout perdu, on revenait sur place, on faisait quoi. C'est une idée magnifique. Donc, non, franchement, l'idée, elle était incroyable. Même le concept, il était ouf. Genre, on avait déjà le camion, on avait tout, on avait des clients, on avait parfois des 20 à 30 appels par jour, quoi. Genre, c'était vraiment... Non, vraiment, c'était un très, très beau projet. Mais je pense, après, on était trop jeunes. On était trop jeunes. Et quand je dis jeunes, on venait de finir les études. Donc, je pense qu'on avait 22 ans ou 23 ans, un truc comme ça. Donc, on va dire que c'est des amis de... C'est ça, c'était mes amis. En fait, on était dans la même classe. Et on avait tous un peu la même vision. En école? C'est ça, en école d'ingénieur. Donc, on avait tous un peu la même vision d'un jour créer notre entreprise. En plus, moi, j'étais déjà un peu dedans. J'avais créé plein de projets. J'avais créé, par exemple, une bague connectée pour les enfants. Donc, quand ils appuient dessus, bah, ça allume... genre, sur le dessus de la bague, il y avait leur personnage préféré. Du coup, ça va s'allumer. J'avais fait aussi un jeu qui pouvait être joué avec un bracelet connecté. En fait, j'avais fait plein de projets qui n'étaient pas entrepreneuriales encore, mais genre j'étais déjà un peu dedans, quoi, dans le côté je veux faire les choses moi, je veux créer des projets, etc. Et mes potes, bah, en fait, je pense que genre on en a discuté, on s'est dit ouais, bah, faut qu'on crée quelque chose, les gars. En plus, on a la même vision, faut qu'on fasse quelque chose. Il y a un pote à moi qui faisait déjà ça, des clés de voiture, mais il faisait ça juste pour lui seul, là comme ça. Et du coup, on a décidé de professionnaliser ça et de créer une entreprise et de faire les choses. Premier mois, franchement, ça se passait bien. On a commencé à prendre le camion, on a commencé à mettre des process. Moi, j'aime trop mettre des process en place. Donc, du coup, tous les process de rendez-vous, c'est moi, je les mettais en place, que la personne nous appelle, ça met un rendez-vous automatique. Je vais te faire venir ici. Au cabinet, tu vas me faire... Après, tu vas m'aider à mettre en place tous les process. Ah non, moi, j'adore ça. Moi, c'est vraiment, genre, c'est les process. En plus, moi, je suis beaucoup dans l'automatisation, etc. Du coup, j'aime trop mettre en place des process de lorsque quelqu'un prend un rendez-vous, bah, automatiquement, bah, ça envoie un message. Ça alimente ici, ça bloque le rendez-vous sur
sur le calendrier, ça Exactement, fait ci, ouais. Et du coup, genre, on a commencé à le faire. Donc, les premiers mois, ça se passait plutôt bien. On commence à avoir des appels. On a commencé à investir sur Google Ads. Sur Le Bon Coin aussi, on était dessus. C'est ce qui nous ramenait le plus de clients. Attends, désolé, je te coupe. Pour ceux qui ne savent pas, est-ce que tu peux rappeler ce que c'est Google Ads? Ah oui, en fait, c'est la plateforme publicitaire de Google où en fait, tu viens payer Google pour qu'ils te mettent en promis dans les références, quoi. C'est ça, ils te référencent mieux dans les moteurs de recherche. Voilà, quand quelqu'un va parler, je sais pas, programmation de clé voiture, bah, en fait, tu payes pour être tu montes en premier, quoi. Exactement. Donc, franchement, ça marchait plutôt bien. Et je pense parce qu'on était jeunes et qu'on manquait d'expérience, il y a beaucoup de choses qu'on a mal faites. Donc, déjà, la gestion financière, on n'était pas forcément trop dedans. Genre, on avait quelqu'un qui gérait ça, mais je pense que genre il peut pas gérer ça tout seul. En plus, faut faire des études quand même pour ça. Faut gérer la finance, etc. Tout ça. On n'avait pas un bon expert comptable. Franchement, genre je veux pas dire de nom, hein, mais non, bon, c'est pas l'idée. Ah franchement, mais en tout cas l'expert comptable qu'on avait, c'est vrai qu'il c'était pas top. Ouais, en fait, il était pas présent pour nous. Genre je me souviens à un moment, on l'avait appelé, il nous a dit non, passez par la secrétaire, un truc comme ça. Ouais, ok. Alors franchement, aucune disponibilité, on n'était pas accompagné dessus. Et nous, c'était notre première entreprise. Donc, du coup. Après, j'imagine que là, ça sera du coup ma première réflexion, mon premier. Quand on lance un projet comme ça, bon, après, comme tu dis, vous étiez jeune. Donc, bon, on n'y pense pas forcément. Mais dans l'idée, moi, quand j'ai ce type de projet qui vient au cabinet, on est des amis, on se connaît, etc. Bon. Peut-être pas forcément dans votre cas parce que vous étiez jeune, mais bon, ça peut marcher aussi. Il faut aussi penser à, bon, on est des potes, on est des amis, on s'entend bien, mais bon, c'est pas toujours le cas, ça sera pas toujours le cas dans plusieurs mois, dans machin. C'est un peu comme un contrat de mariage, quoi. Donc, moi, je dis toujours, chacun doit se couvrir. Faites un pacte d'associés, histoire de savoir si jamais il y en a un qui veut partir. Parce que moi, quand je pense à votre idée, l'idée, elle est magnifique. Mais si vous étiez combien? On était 4 ans. Voilà, donc si vous étiez 4, si demain il y en a 1 ou 2 ou 3 qui partent et que toi tu gardes quand même l'idée en soi ou l'activité en soi, avec un bon pacte d'associés, tu aurais pu te dire quelles sont les conditions par exemple pour que quelqu'un sorte, clairement, tu vois, etc. Et après, effectivement, si vous n'avez pas eu un accompagnement. Franchement, le pacte d'associés, on l'a même pas fait. En fait, on l'a même pas fait, on s'est vraiment lancé en mode comme ça. Genre, après, à 22 ans, on se lance, tu vois. C'est ça. C'est comme ça, c'est fait pour apprendre, quoi. Donc, voilà. Et après, comment ça s'est terminé donc, et du coup, ce que tu as dit tout à l'heure, en fait, c'est aussi intéressant parce que c'est un peu ce qui s'est passé, c'est qu'il y en a un de nous qui a décidé de partir, mais en fait, tu peux rien faire. Ouais, c'est ça. Il y a pas de pacte, tu sais pas quoi faire. Exactement. Et en fait, c'est même pas. Je pense que même s'il y avait un pacte, en fait, genre il a décidé de partir parce qu'en fait, il avait une opportunité et en plus, genre l'opportunité, elle était bien pour lui. Okay. Et vu que de base, on était quand même très amis. Dès qu'il nous a parlé de cette opportunité, en fait, nous, on n'a pas pensé business, on a pensé humain. On s'est dit, en fait, c'est une belle opportunité pour lui. Et personne osait dire non, reste et tout, parce que c'est vrai que ça faisait moins d'1 an. Donc, je pense qu'on aurait aimé qu'il reste pour qu'on continue ensemble. Mais vu qu'on pensait plus humain, en fait, on se disait tous... non, t'inquiète, tu peux partir, il n'y a pas de souci. Non, t'inquiète, il n'y a pas de souci, etc. Parce qu'en fait, alors que dans le fond, tu sais que... Oui, dans le fond, en fait, je pense qu'on aurait aimé qu'il reste parce qu'on se disait, c'est le début de la société. Mais on a plus pensé en mode à notre lien d'amitié au business, en fait. Et tu vois, et après, au final, en fait, il est parti. Il y avait un autre qui nous a dit qu'il nous avait déjà prévenu en avance qu'il allait partir. Et du coup, il est parti. Donc, on est resté 2. Et quand on est resté 2, en fait, on a pris des mauvaises décisions, genre qui ont fait que la société elle marchait toujours, mais en fait, on s'est associé avec les mauvaises personnes. Franchement, on n'a pas fait les meilleurs choix. Et au bout d'1 an et quelques, en fait, on a décidé d'arrêter parce qu'en fait, ça se passait tellement pas bien qu'on s'est dit, c'est soit on s'arrête maintenant et on garde tous notre lien parce qu'on était très amis, c'est ça, en fait, on était tous bien, tout ça. Soit on continue, mais en fait, il y aura encore des non-dits, il y aura encore des choses qui ne vont pas, etc. Et malheureusement, après, du coup, on a décidé d'arrêter. Mais j'ai envie de dire aussi heureusement parce qu'en fait, on est tous restés très proches. Et finalement, si vous êtes restés très proches et que derrière, ça reste quand même votre entre guillemets, premier projet à chacun,
c'est que du plus. Ah mais clairement, parce que ça nous a tellement appris. Voilà, moi j'ai tellement appris avec cette société. Mais j'imagine qu'en un an, tu as appris plus que... Ah non, mais clairement, franchement, déjà, tout ce qui est pacte associé, ça j'ai appris. Comment gérer genre l'entrée, sortie de l'argent, j'ai appris aussi. Oui. Comment manager aussi des personnes, comment parler avec les clients. Non, j'ai appris tellement de choses en un an, c'est dingue. Et même, on le voit parce que chacun de nous, on a tous créé notre société. Chacun, sa société, franchement, on marche comme genre bien, comme il faut, etc. Donc, non, franchement, ça c'est top. Donc, vous n'avez pas refait les mêmes erreurs. Exactement. De toute façon, l'entrepreneuriat en soi, c'est ça. On dit souvent, moi je regarde souvent une vidéo sur YouTube qui dit que tu travailles, t'échoues. Tu travailles, t'échoues, tu travailles, t'échoues. Et il répète ça au moins 10 fois. Et un jour, tu travailles, tu réussis. Tout le monde va croire que c'est du jour au lendemain. Alors qu'en fait, derrière, il y a eu tellement d'échecs. Moi, j'aime trop dire qu'en vrai, il faut faire les choses. C'est le plus important. Fais les choses. Tu fais, ça marche pas, c'est pas grave, tu corriges, tu refais, mais fais les choses, quoi. Sois toujours dans l'action, parce qu'en fait, tu apprendras beaucoup plus en te trompant toi-même ou en faisant toi-même les erreurs que si on te raconte des histoires ou que voilà. Donc, non mais clairement, moi je pense que c'est un peu le maître mot aussi, c'est l'action, c'est ça en fait, parce qu'il y a beaucoup de gens, ils sont là, ils font des business plans de 200 pages, ils veulent que tout soit parfait avant de se lancer, mais le plan il est jamais pareil quand tu te lances et quand tu l'as écrit en fait, tu vois. Donc vaut mieux avoir on appelle ça un MVP, un minimum project viable, c'est-à-dire genre un service, même s'il n'est pas parfait, mais au moins qui répond aux besoins de ton client, et ensuite tu vas le tester, et là s'il y a de l'attrait, c'est là où tu vas rajouter le perfectionnisme. Tu vas modifier, tu vas perfectionner, parce qu'au moins tu sais qu'il y a une demande. Exactement. Toi, c'est pareil, ce que tu dis là, c'est que moi, c'est pareil, je rencontre beaucoup de créateurs qui viennent, qui me disent j'aimerais lancer un restaurant, je sais pas de quelle cuisine, et je vais le placer à tel endroit, machin, on fait un business plan, etc. Au bout d'une semaine, 2 semaines, 1 mois, je vois que la personne n'est toujours pas revenue pour créer la société. Je l'appelle, j'hésite encore, etc. Je lui dis, tu sais, en fait, au final, ça sert à rien le business plan, oui, ça t'aide un peu à te projeter, mais c'est le terrain. Donc, à un moment donné, si tu te lances pas, tu sauras pas, quoi. Et puis tout n'est pas figé. Si ça marche, tant mieux. Ça marche pas, c'est pas grave. Et ça, c'est l'une des erreurs mais fais quelque chose. Exactement. Et ça, c'est l'une des erreurs que j'ai faites aussi avec... j'en parlerai aussi par la suite. Mais où j'ai mis trop de temps à perfectionner un service pour qu'au final, en fait, ils sortent quasiment jamais parce que ça y est, la concurrence avait pris tellement d'avance que c'était fini, quoi. Mais du coup, après cette aventure, il s'est passé quoi? Après ça, une fois que on a décidé d'arrêter, moi, il me restait encore 1 an de chômage. Donc, je me suis dit, soit je trouve un travail et du coup, c'est bon, je relancerai quelque chose après, ou soit je trouve une autre activité et je me lance dedans. Et encore une fois, en fait, je perfectionne, on va dire, mon expérience dans l'entrepreneuriat. Et là, vraiment, le hasard, le destin, il a bien fait les choses. C'est que quand on a décidé d'arrêter, il y a 2-3 semaines après, il y a un genre d'influenceur, en tout cas, qui me contacte sur les réseaux sociaux, qui me dit ouais, on m'a dit que tu avais fait une vidéo, parce que j'avais fait une vidéo pour notre société d'avant de clés de voiture, la Deliver Clé. Et franchement, ça va, elle était plutôt cool. C'était pas la meilleure vidéo, mais ça va, elle était assez sympa, quoi. Parce que j'ai toujours aimé tout ce qui est créativité, genre tout ce qui est photo, vidéo, etc. Et il me dit oui, si tu me fais une vidéo, en fait moi je te partage dans ma story. Moi avant je connaissais pas la force des influenceurs, donc je me suis dit bon ok, c'est pas mon métier, c'est pas mon truc, vas-y je vais te faire une vidéo en rapide. De toute façon il m'a dit va me mettre en story, bon si ça se trouve ça va marcher, ça va pas marcher, mais j'ai quand même pris l'opportunité. Tu vois, j'aurais pu me dire ouais non je le fais pas. Non, je me suis dit Eladine teste, ça se trouve j'ai rien à perdre. C'est ça, j'ai rien à perdre, ça se trouve ça va le faire. De là je lui fais une vidéo, franchement en plus sa vidéo ça va, elle était assez sympa. Je lui envoie, il me dit franchement la vidéo elle est lourde et tout, je te partage en story. Il me partage en story Snapchat. Franchement pendant 1 mois j'ai pas dormi. Pendant tous les jours j'avais des demandes tous les jours. Genre, après c'était pas les vidéos que je fais maintenant, donc c'était des vidéos à 50 €, 40 €, c'était pas très cher quoi. Mais tous les jours j'avais des demandes de Eladine, je veux une vidéo. Et de là, je me suis dit, c'est un truc de fou. Il y a un besoin, en fait. Il y a un business dedans. Il y a un besoin, il y a quelque chose. C'est ça. Donc, je commence à faire des vidéos. Donc, pendant 2 mois, j'ai réussi à faire 1 000 €, après 2 000 € dans ma poche directement. Mais après, je repense à tout mon parcours et je me dis, Eladine, tu peux pas, on a toujours pensé à l'innovation, aux nouvelles technologies, à vouloir faire les choses en très très grand, parce que moi, mon but, c'est d'un jour créer une entreprise qui aura un gros impact tel que Apple ou autre. Et je me suis dit,
Je peux pas rester là à faire juste des vidéos à 50 €. En plus, c'était pour des produits qui, voilà, c'était pas forcément les meilleurs produits. Donc, c'était soit de la contrefaçon de chaussures, contrefaçon de parfums. Donc, c'était pas forcément ça. Et je me suis dit, comment je peux pousser le truc au max, en fait? Je peux pas rester juste à faire des petites vidéos comme ça. Et je regarde un peu le milieu des agences et je me dis, en fait, et si on crée une agence? Si en vrai, même si je suis pas du monde de la vidéo, si je crée une agence vidéo et mon but, ça serait d'aller travailler avec des grandes marques, en fait, avec des grosses marques comme on fait maintenant, quoi. De là, moi, je continue mon activité sur Snapchat. Donc, on va dire, je faisais entre 3 000 4 000 € par mois. C'est pas mal, déjà. Ouais, franchement, avec les vidéos. Donc, au final, vu que moi, j'aime bien les process, limite sur Snapchat, c'était devenu processisé. Je reçois une demande, ça envoie un petit message automatique. Hop, je prends la demande, je l'envoie un formulaire, il remplit le formulaire, après, je fais les vidéos. Franchement, tout était processisé pour que les vidéos elles soient faites en 1 ou 2 journées, quoi. J'avais tout processisé comme il faut. Mais je me reconnaissais pas. En fait, je me levais le matin, je me disais, ok, bon, c'est bien, je fais 3 000 €, tout ça. Mais en fait, c'est pas dans ça que je veux y aller. En fait, c'est pas, moi, j'ai envie d'avoir un vrai impact et de créer une grande entreprise un jour. Donc, il faut que j'aille dans ce monde-là, quoi. Et à un moment, je rencontre quelqu'un dans un événement qui me dit, ouais, mais tu sais, le monde des agences, c'est pas facile, hein. En fait, il faut des contacts de ouf, faut vraiment avoir un réseau, il faut de l'argent aussi, parce qu'il faut que tu investisses dans du matos, etc. De ça. Et moi, je me suis dit, en vrai, j'ai pas peur, j'ai rien à perdre. Il me reste encore 6 mois de chômage. Donc, let's go. C'est parti, on y va, quoi. Donc, je commence à créer mon agence et je me mets sur LinkedIn. Donc, et là, c'est là où j'ai vu vraiment la différence entre une agence et faire ça à son compte. Parce que peut-être les 4-5 premiers mois avec l'agence, j'avais aucun client, rien du tout, aucun attrait. Parce qu'en fait, sur Snapchat, c'était simple. Le process, il était processisé dans le sens où je contacte un influenceur, je fais une pub pour moi, je lui envoie la pub, je le paye, il met ça dans sa story, je reçois des demandes, je fais les vidéos et j'ai l'argent. Donc en fait, sur Snapchat, c'était les gens qui venaient à moi. Donc c'était vraiment le process d'acquisition, il était déjà carré, il était déjà fait. Alors que quand tu crées une agence, c'est différent. Là, c'est plus les gens qui viennent à toi parce que tu viens de te lancer. Là, c'est toi, tu dois les prospecter. Et c'est là que j'ai commencé à connaître le monde de la prospection, de commercial, etc. Et c'est là où j'ai vu que j'aimais pas ça aussi, la prospection. Ça. Moi, j'ai l'impression que je dérange les gens quand je vais prospecter. Quand tu appelles et tout. Franchement, Même nous, en tant que... T'es là, on t'appelle, limite, tu prends pas l'appel, tu n'écoutes pas la personne, etc. Qu'est-ce qu'il veut me vendre encore, ça, lui en fait. Moi, j'avais trop cette image du vendeur de tapis en mode oui, allô, vous voulez des vidéos? Non, d'accord, ok. Tu vois, non, moi, je pouvais pas, tu vois. Et du coup, je vais sur LinkedIn, je commence à faire des posts, je vois ça prend pas, je me dis, waouh. En fait, une agence, c'est pas facile, en fait. Et j'essaie de voir si je pouvais dupliquer le modèle de Snapchat, c'est-à-dire payer des gens qui vont faire ma pub, et ensuite, mais j'arrivais pas à trouver, tu vois. J'arrivais pas à trouver. C'est ça, sur LinkedIn, j'arrivais pas à avoir le même modèle, parce que sur Snapchat, c'était limite parfait, mais sauf que le panier moyen, il était trop bas, en fait. Je passais trop de temps sur une vidéo pour très peu d'entrées. Et ensuite, je me suis dit, je vois sur LinkedIn, je vois les gens, ils communiquent de façon trop sérieuse. Tu vois, c'était à l'époque où c'était il y a 4 ans, tu vois. Donc, c'était à l'époque où les gens sur LinkedIn, c'est que je suis ravi de nanani, j'ai le plaisir. Cher réseau. C'est ça, cher réseau. Tu vois, c'était que ça, tu vois. Après, ça marchait bien, tu vois, c'était bien. Mais le truc, c'est que je me suis dit, en fait, moi, je suis dans la vidéo. Donc, il faut que je montre les gens que je fais de la vidéo. C'est ça, que je fais de la vidéo. Et de là, je me dis, je vais déjà mettre les vidéos que je fais. Mais sauf qu'avant, c'était pas des vidéos qui étaient impressionnantes. Tu vois, c'était des vidéos, oui, tu les vois, tu te dis, ok, bon, c'est une vidéo et sans plus, quoi. Donc, je vois, oui, j'ai 3-4 likes, ok. Je me dis, ah ouais, c'est relou, ça, tu vois, quand même. Et je me suis dit, Eladine, comment on peut combiner ta passion, c'est-à-dire la créativité et l'innovation, avec le monde de la vidéo? Même si c'est vrai que c'est différent, c'est pas de l'électronique et tout, comment on peut faire? Donc, je me suis dit, je vais peut-être créer des vidéos qui sont différentes, en fait. Genre des vidéos où tu vas regarder la vidéo, tu vas dire, ouais, mais comment il a fait, en fait? C'est pas possible. Et moi, j'aime bien Zaking. Je sais pas si tu connais Zaking. Non. En fait, Zaking, c'est un créateur de contenu qui fait plein de vidéos et qui joue avec nos sens, dans le sens où il fait beaucoup d'illusions d'optique. Tu vois, il va avoir un verre dans son écran d'ordinateur. Mais en fait, il va rentrer sa main dans l'écran, il va la récupérer. Ouais, ça, c'est vraiment des vidéos magiques. Et qui moi, je l'ai vu avec toi, moi. Ah ouais? Je l'ai vu avec toi. Ouais. J'avais vu une vidéo où tu avais mis un genre de cadre, je sais plus trop quoi, et tu as fait comme si tu ressortais. Ah oui, ouais, sur Instagram. Ouais, j'ai vu cette vidéo, j'ai dit, oh, pas mal. Bah, tu vois, moi, c'est de l'innovation, enfin, c'est du.
c'est pas une vidéo classique comme on peut voir partout, quoi. Tu montes le truc, tu fais le truc, mais là, enfin, c'est des vidéos un peu. En plus, il y a quoi? Il y a un peu de 3D. Ouais, genre, il y a plein de. En fait, il y a du motion design, de la 3D. Voilà. Mais moi, vraiment, à cette époque-là, je me suis dit, sur LinkedIn, il n'y a personne encore qui fait ça. Ils sont tous là très sérieux, chez Réseau, etc. Ou bien, voici ma réalisation. Moi, je me suis dit, j'avais même pas 300 abonnés. Il faut que j'arrive avec un truc impactant. Qui pète, quoi. C'est ça. Et à un moment, j'avais ma carte bancaire Conto. Genre, moi, je suis chez Conto. Bon, il n'y a pas de placement de produit, mais chez Conto. Et du coup, je me suis dit, et si je faisais un truc sympa? J'avais vu une vidéo de Zaking où il lançait une carte dans son écran d'ordinateur et après, il récupérait un produit, tu vois. Je me suis dit, vas-y, je vais faire pareil. Donc, je fais une vidéo où j'ai une carte Conto. Et dans la vidéo, je dis, j'ai trouvé une fonctionnalité de ouf sur Amazon. Regardez, je vais vous montrer. Et je prends ma carte Conto, je la lance sur l'écran. Donc, la carte rentre dans l'écran. Et ensuite, moi, je récupère le produit que j'ai acheté directement depuis l'écran. Ouais. Mais de façon magique, c'est ça, genre. Ouais. Et je la mets. Et la vidéo, elle pète. Vraiment, genre la vidéo, mais quand je dis elle pète, bon, on fait pas des millions de vues, mais elle pète dans le sens où avant, sur LinkedIn, déjà, si tu as. Bah ouais, sur LinkedIn. C'est ça, je faisais 3-4 likes avant, et j'ai fait cette vidéo, je suis arrivé à 300 likes, 15 000 vues, etc. Tout ça. C'est pas mal sur LinkedIn. Franchement, et surtout à l'époque, c'était vraiment bien. Et il y a Conto qui commente, qui dit en mode, ça nous donne des idées. Mais non. C'est ça. Et ils ont commenté. Et vu qu'ils ont commenté, ça fait un peu. Ça fait. Le post, en fait. L'effet boule de neige, quoi. Exactement. Les gens, ils se sont dit, peut-être ils travaillent avec Conto, peut-être il est avec eux, etc. Tout ça. Et je me suis dit, là, il y a quelque chose à faire. Là. Ouais. Et j'ai commencé à créer ce personnage-là de le magicien, etc. Là-dessus. Et j'en ai fait encore plus. J'ai fait la vidéo que tu as parlé juste avant, où je sortais de l'écran d'Instagram. Celle-là aussi, elle a cartonné. J'ai fait d'autres vidéos. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à avoir des premiers clients. C'est ça. J'ai eu mon premier client comme ça, mais c'était pas assez. J'avais qu'un seul client, c'était pas ouf. Je me suis dit, comment ça se fait? Je fais des milliers de vues, j'ai plein de likes, etc. Et là, c'est encore une fois où j'ai appris encore une autre leçon. C'est que les likes sur un réseau ne veut pas forcément dire ça veut absolument rien dire. Ça veut absolument rien dire. En fait, des fois, tu fais même dans un post ou une vidéo moins de likes et tu as plus de demandes entrantes. Tu as même des fois, enfin souvent même, tu as même des gens qui viennent te contacter pour solliciter tes services. Et quand tu vas vérifier, en fait, le gars ou la nana, elle a jamais liké, elle a jamais commenté ton post. Bah oui. Donc, en fait, il n'y a pas de rapport direct entre l'engagement et la sollicitation. Quoi, en fait, le rapport, il est dans la visibilité. Et en fait, moi, la plus grande leçon que j'ai appris après ça, c'est que comment je vais faire, parce que moi, je suis très analytique, j'aime bien quand il y a quelque chose, j'aime bien chaque étape, ok, genre là, on va optimiser ça, etc. Je me suis dit, là, je sais que j'ai une bonne visibilité, j'ai beaucoup de likes, j'ai beaucoup de vues, mais maintenant, comment je peux faire pour les convertir, genre de vues à clients, en fait, tu vois. Et c'est là où j'ai appris une leçon, c'est qu'en fait, quel que soit le réseau, c'est que quand tu as des vues et des likes, ça s'arrête pas là, il faut aller plus loin encore. Et moi, ce que je faisais, en fait, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un likait un de mes posts, directement, il y avait un message qui était envoyé. Okay. C'est-à-dire, oui, bonjour, j'ai vu que vous avez liké mes posts, franchement, merci beaucoup, ça fait plaisir, etc. Tout ça. Et franchement, en fait, tu poursuis le lien, quoi. Exactement, parce qu'en fait, un like, la relation, oui. C'est ça, le like, ça veut juste dire j'ai aimé ton contenu, mais ça veut pas forcément dire que je veux être client. Genre, s'il veut être client, en fait, il te contacte direct, justement, il va pas liker ton post. Genre, on n'est pas dans un. Même si on peut dire on est dans une séduction, mais en général, c'est quand tu dragues, on va dire, tu vas liker pour espérer que la personne vienne te voir. Là, non, dans le business, c'est j'ai liké parce que j'ai aimé ton contenu, mais ça veut pas forcément dire que je vais être ton client. Donc moi, ce que je faisais, c'est que, ok, toutes les personnes, ils ont liké. Et tu utilisais quoi? Parce que je crois qu'il y a pas mal d'outils, non? Avant, je le faisais manuellement, et après, j'ai commencé à utiliser Wallaxy. Mais ça doit être long. Avant, c'était long. Après, j'ai utilisé Wallaxy. C'est ça. Et Wallaxy, en fait, j'avais mis un truc où avant, ça s'appelait Prospectine avant. Et j'utilise Prospectine où tu pouvais dire que quand quelqu'un like un post, tu lui envoies un message. Et du coup, moi, j'avais programmé ça. Et ça envoyait des messages à chaque fois que quelqu'un likait mes posts. Et ça, franchement, ça m'a permis d'avoir pas forcément des clients directs, parce qu'en fait, moi, avant, j'étais uniquement dans la vidéo publicitaire. Je faisais que des vidéos pour la publicité en ligne. Donc, tout à l'heure, on parlait de Google Ads, mais moi, c'était plus Facebook Ads, Instagram, Snapchat. Donc, c'est les pubs que vous voyez quand vous défilez sur Instagram, TikTok, tout ça. Donc, en général, c'est pas les marques qu'on signe directement, c'est les agences qui vont publier nos vidéos avec qui on va signer. Donc, et grâce à cette stratégie, franchement, j'ai réussi à avoir beaucoup de partenariats avec des agences. Parce qu'en fait, j'ai envoyé des messages. Donc, en fait, tu as combiné... Attends, t'as combiné une stratégie d'inbound marketing, c'est-à-dire que tu publies pour que les gens viennent vers toi. Exact.
as combiné ça avec de la prospection, quoi. Parce que les gens, ils viennent, ils likent, ils commentent, ils interagissent sur tes posts, tes vidéos. Et toi, derrière, tu as automatisé un peu les messages. C'est ça. Ce qui a fait que peut-être quelqu'un qui a liké, qui au début n'était pas n'était pas forcément pressé tout de suite de te solliciter, en voyant ton message, tu as un peu humanisé le truc. Clairement. Et en fait, ça m'a fait rappeler le process que j'avais sur Snapchat. En fait, sur Snapchat, c'était les gens qui venaient à moi et moi, je leur envoyais un message de Et moi, je leur envoyais un message. Donc, dans le sens où et j'avais trouvé comment faire sur LinkedIn. Donc, c'est-à-dire, je poste, donc les gens vont liker. Et vu qu'ils ont liké, quand je vais les contacter, ils vont pas se dire oui, mais lui c'est qui, il me dérange, mais parce qu'il a vu quoi, il a vu ta tête, en fait, il a vu ma tête, il sait ce que je fais. Tu sors pas de nulle part. C'est ça exactement. Et quand je vais lui parler, je vais pas lui parler en mode du bonjour, je vais vous vendre quelque chose. C'est en mode ouais, j'ai vu que vous interagissez sur mes posts depuis un petit moment, franchement merci beaucoup, ça fait plaisir, etc. Et du coup, qu'est-ce que vous faites vous dans la vie, tu vois. Et du coup, on commence à discuter, on commence à s'appeler, etc. Et en fait, tu disais pas forcément, est-ce que tu as besoin d'une vidéo? Oui, non, franchement, je le disais en fait quand le post, il était vraiment orienté pour ça. C'est-à-dire quand je vais faire un post vraiment commercial, c'est-à-dire écoutez, là on sort une nouvelle offre, on va faire 3 vidéos à, je sais pas, 1000 euros, 1500, 10 000 euros, etc. Et je vois que les personnes qui like, mais en fait là par contre je vais les voir, je leur dis j'ai vu que vous avez liké mon post, est-ce que ça vous intéresse d'avoir de la vidéo à ce prix là, tu vois. Mais par contre sur tous les autres, les posts d'engagement, des posts de visibilité, là j'allais vers eux de façon très humaine. Oui, qu'est-ce que vous faites dans la vie, oui, j'ai besoin de vos... Quand c'était des agences, je leur disais j'ai besoin d'avoir de vos conseils sur certaines de mes process, est-ce qu'on peut s'appeler? Hop, on s'appelait, on crée la relation, et c'est comme ça que j'ai eu mes plus gros contrats, genre Orange, LVMH, tout ça. En fait c'est que grâce à des partenariats que j'ai fait où c'est parti de LinkedIn en fait. C'est vraiment parti de LinkedIn là-dessus. Et du coup, j'ai combiné ces deux-là. J'ai commencé à avoir des clients. Donc, ça a commencé par des petites startups, genre des PME, etc. Mais j'avais pas encore de gros clients. Et j'apprends encore une deuxième leçon encore, c'est que le réseau, c'est super important. Genre surtout dans le domaine du service. Tu vois. Dans le domaine du service, je trouve que encore quand tu as un produit, c'est pas forcément le plus important. Le plus important, c'est ton budget marketing. Tu vois, quand tu as un produit, tu vends, je sais pas, un iPhone ou un téléphone ou autre, c'est ton budget marketing qui fait que tu vas réussir parce que plus les gens te voient dans les pubs, plus ils vont t'acheter. Mais dans le service, c'est différent. Dans le service, en fait, on est de humain à humain. Genre, je te donne un service, je te donne de mon temps, donc il faut quand même qu'on s'entende bien. Si franchement, je vois et on s'aime pas du tout... T'as beau être le meilleur oui, ça va être compliqué. Vidéaste du monde. C'est ça, parce que tous les jours, je vais parler avec toi, ça va pas être cool, etc. Donc, il y a de l'humain derrière. Et le réseau, c'est très important. Moi, les deals que j'ai signés le plus rapidement, ça a toujours été parce que quelqu'un m'a recommandé. Ouais, c'est de la recommandation. Et la recommandation, c'est simple, parce que la personne, elle se dit, ah oui, genre, en fait, j'ai été recommandé, donc c'est sûrement la personne, elle est sympa, donc je vais pas être genre froide ou autre, tu vois. Et de là, j'ai commencé. Bon, moi, j'avais aucun réseau, donc j'avais pas de gros contacts au début. Et j'ai commencé à aller à réseauter un peu là-dessus. Et j'ai eu mes premiers problèmes financiers. Genre, je pense, ouais, genre c'est 6 mois après, on va dire. Non, c'était peut-être 1 an après. Genre, pendant 1 an, j'étais encore tout seul. J'avais recruté une apprentie qui était avec moi. Bon, c'était mon premier recrutement. Et en fait, je pense que l'erreur que j'ai faite à ce moment-là, bon, c'était une apprentie, donc en soi, genre, c'était pas onéreux comme si tu prenais un CDI ou un CDD ou autre, mais je l'ai recruté peut-être trop vite. Genre vraiment, je l'ai recruté trop vite dans le sens où tout le monde me disait avant, oui, après tu me diras ce que tu en penses, mais genre il faut d'abord que tu aies dans ta trésorerie un fonds de sécurité avant de recruter quelqu'un. Moi, on m'avait dit peut-être 6 mois de son salaire. Oui, en fait, il faut un salarié, peu importe, parce que bon, on a toujours l'image qu'un apprenti, ça coûte pas cher, je sais pas quoi, mais il faut quand même que tu aies quand même un fonds de sécurité, quoi, de certains mois qui couvrent en fait tes charges fixes. Que ça soit, je sais pas si à l'époque tu te payais déjà, mais que ça soit ton salaire à toi, si tu avais un loyer, si tu avais... voilà, tu as déjà un fonds, quoi, avant de pouvoir recruter. Mais là, tu regardes le côté charge. Qu'est-ce qui va passer, quoi? Quelles sont les charges qui vont passer? Mais aussi, si tu estimes que tu as recruté trop vite, enfin, avec du recul, tu dis que tu as recruté trop vite, il y a 2 axes, en fait, à analyser. C'est, est-ce que j'ai un fonds qui me permet de couvrir certaines charges si demain j'ai pas de clients, quoi, si demain j'ai pas d'encaissement. Et la deuxième analyse, c'est maintenant si je fais rentrer un salarié, comment je m'assure que j'ai une rentrée récurrente. Tu vois ce que je veux dire? Parce que tu auras beau avoir un fonds de sécurité,
si tu l'épuises dans les 6 mois et que derrière, tu n'as pas de clients qui rentrent, tu vois, donc en fait, c'est une analyse entre est-ce que j'ai assez de trésor et de l'autre côté, comment je fais pour créer de la récurrence parce qu'un salarié, bah, il faut le payer. Donc, faut qu'il y ait un chiffre d'affaires qui rentre. Tu préconises combien de temps, de mois en tout cas, de fonds de sécurité? Moi, je t'aurais dit entre 3 et 6 mois. Mais ça dépend de plusieurs choses. Parce que là, tu ne me parles pas d'un CDI, un profil, on va dire, confirmé. Tu vois. Là, on parle d'un alternant, sachant que quand tu es en apprentissage, les entreprises sont aidées, etc. Moi, je suis pas très... Enfin, après, c'est mon avis. Je ne suis pas de ceux qui préconisent de tout le temps économiser, c'est bien. Moi, je suis de ceux qui se disent, bah, développe. Enfin, tu vois, c'est-à-dire, va chercher d'autres clients, va développer ton activité, encaisse, enfin, voilà, pense à grossir, ne pense pas à économiser ce que tu as, quoi. Enfin, tu vois, si, économise, mais bon, derrière, grossis, quoi. Donc, si tu as si tu as un salarié qui arrive, le minimum, c'est de s'assurer que tu as une récurrence. Voilà. Donc, après, à ajuster en fonction de la situation. Mais là, si tu me dis que tu as recruté trop vite, c'est que soit tu n'avais pas assez de récurrence qui rentrait, parce que si tu avais une récurrence au moins qui suffisait à payer le salaire, ben, si tu as un fonds, tu as déjà un fonds, donc concrètement, tu ne vas pas le toucher pour le salaire, quoi, parce que tu as assez de récurrents. Bah, ça aussi, c'était Encore, j'ai pas recruté trop vite, parce que comme tu l'as dit, on avait des aides ou autres. En plus, elle avait 19 ans, donc en soi, on ne payait pas forcément là-dessus. Mais je pense que le gros problème qu'on avait, c'était la récurrence. En fait, genre vraiment, la plus grosse leçon, je pense, que j'ai appris avec Imaginers, c'est, tout à l'heure, je l'ai dit, voilà, c'est avoir un réseau, etc. Tout ça. Mais c'est aussi que je pense que je lancerai plus un business si je sais que j'ai pas de récurrence. Là déjà, genre, Dieu merci, ça faisait quand même 3 ans qu'on vivait sur un business en one shot. C'est-à-dire qu'on n'avait pas de réseau, donc ça veut dire qu'on n'avait pas de gros contrats, genre on ne pouvait pas aller chercher de gros contrats, parce qu'en général, c'est vraiment des niches où il faut connaître un tel pour avoir un tel, etc. Et du coup, on faisait que du one shot. C'est-à-dire que tous les mois, franchement, c'était la course. Tous les mois, même s'il y a des mois... Tu attendais qu'un client vienne, ou tu allais chercher un client pour une prestation one shot. C'est ça, en fait. Tu n'avais pas un truc qui tombe tous les mois. Et en fait, le problème, c'est que c'est l'offre qu'on avait construite, en fait. L'offre, on l'avait construite comme ça, dans le sens où nous, on s'était spécialisé dans la publicité en ligne. Donc, du coup, les marques, en général, elles ne vont pas faire tous les mois des vidéos publicitaires. En général, elles en font une, elles vont l'envoyer à l'agence, parce que c'est très rare qu'on travaille directement avec les marques, parce qu'il faut que les pubs soient diffusées, justement. Donc, on travaille avec l'agence qui les diffusait. Mais l'agence qui la diffuse, elle n'a pas besoin de vidéos tous les mois. Elle a besoin d'une vidéo peut-être une fois tous les 3 mois. Une fois que la pub elle a été bien essorée, là, ils refont appel à nous, etc. Donc, ça veut dire que tous les mois, même quand on signait des gros clients, parce que franchement, genre, on a signé de belles marques. On a signé Orange, on a signé même Rimowa, franchement, de LVMH. Genre ça, je crois, c'est le plus grand coup que j'ai fait, je pense. Et même en les signant eux, c'était toujours la course le mois d'après. Donc, on va signer peut-être 30 000 €. En fait, le mois d'après, ça sera en mode, ah ouais, bon, il faut aller retrouver ces 30 000 €. Après, c'est vrai que c'est un des éléments les plus importants dans les business de service, c'est créer de la rétention. Créer de la rétention. Un client qui est venu, comment tu fais pour qu'il revienne? Clairement. Comment du coup, ça demande de l'imagination. Il faut que faut que tu crées un système qui fait que tu as des clients qui viennent et qui reviennent souvent. Tu as les clients que tu as déjà eu, que tu fasses en sorte qu'ils restent en leur proposant autre chose. Donc oui, c'est ah non, mais c'est pas aussi simple. Franchement, quand tu as joué one shot, c'est l'une des erreurs que j'ai faites, parce que tous les mois, c'était le stress, tous les mois, c'était ça. Et je pense que c'est parce qu'on avait déjà un service qui n'était pas adapté à la récurrence. Et de deux, notre offre, elle n'était pas faite pour la récurrence. En fait, on aurait pu la transformer en récurrence, je suis sûr et certain, même si on aurait gagné moins, mais au moins, je sais que c'est de l'argent qui rentre tous les mois. Mais en fait, le problème, c'est que j'avais mal construit l'offre. Et du coup, genre, les clients eux-mêmes, même je pense si certains, ils auraient voulu avoir de la récurrence, tellement l'offre, on l'avait créée en mode one-shot que d'eux-mêmes, ils se disent, ok, oui, sauf que toi, derrière, financièrement parlant, tu as des charges fixes. Tu as des salariés, je sais pas si tu as un loyer, tu as un truc, mais tu as des charges qui sont fixes. Et ça, c'est récurrent. Donc, en fait, derrière, il faut arriver à avoir une stratégie qui permet d'avoir soit de la récurrence,
soit aussi gérer bien la trésorerie, quoi. Clairement. Ce qui rentre, comment tu vois, comment tu arrives à gérer entre les charges qui vont tomber le mois prochain, etc. Mais oui, effectivement, l'idée, c'est de faire de la rétention. Faire en sorte Là, je vais encore parler d'une problématique. Je pense que là, j'avais déjà fait un podcast où je parlais que des réussites. Ouais. Là, je pense que là, on va se concentrer sur vraiment les... Oui, parce que... Non, mais moi, ça m'intéresse parce qu'en fait, je me dis que moi dans mon business, j'accompagne beaucoup d'activités de service, donc des agences, des prestataires, etc. Donc, en fait, l'idée, c'est que je suis quasiment sûr que les problématiques que tu as aujourd'hui, il y en a plein qui l'ont. Donc, si on peut donner des idées ou tu vois, donner quelques idées de solutions, etc., c'est pas mal. Quoi. Non, mais là, c'est parti. Là, on va parler des problèmes qu'on a eu. Donc, ouais, je prends. Mais du coup, le premier, comme tu disais, c'était ça, c'est de ne pas avoir une offre récurrente. Donc, du coup, je pense pendant au moins 3 ans chez Imaginers, on n'a jamais fait de prévisionnel. Tellement, en fait, c'était impossible. Parce que vu qu'on n'avait pas de récurrence, on avait de la récurrence, mais on va dire les clients comme Orange ou autres, ils vont venir un mois, ils vont nous prendre 10 vidéos, ils vont repartir, ensuite ils vont revenir peut-être à la fin d'année 10 vidéos, ils vont repartir, ils reviennent. En fait, on savait pas en fait quand on pouvait avoir cette trésor-là. Et du coup, déjà, on n'avait pas de prévisionnel. La trésor, on ne pouvait pas faire un plan de trésorerie, donc on ne savait pas dans 6 mois. Alors qu'à un moment, on est monté jusqu'à 5-6 salariés. Et ils me demandaient un nouvel ordinateur. Parce qu'en fait, on avait des ordis, mais c'était pas forcément les meilleurs. Parce que quand tu as un salarié, c'est une petite parenthèse, parce que je l'ai déjà vu chez d'autres entrepreneurs. On croit qu'on doit se contenter juste de recruter, de payer le salaire. Mais en fait, non, quand tu embauches un salarié, tu as ce qu'on appelle des coûts indirects. Bah oui. L'ordinateur. Il y a les logiciels. Et nous, franchement, les coûts indirects, ça montait beaucoup. Parce qu'on a Notion, on a Outlook, on a les Canva, on a les logiciels de montage. L'idée aussi, c'est de te faire accompagner en disant, bon, je recrute, mais derrière, combien il va te coûter réellement le salarié? Parce qu'au-delà du salaire, comme tu dis, il y a des coûts indirects. Clairement. Et du coup, on pouvait pas se faire un plan de trésorerie. Donc là, je parlais de l'histoire de l'ordinateur. C'est que même quand mes salariés ils me demandaient, on veut un nouvel ordinateur, des fois, on faisait des mois franchement exceptionnels, genre des gros mois, etc. Mais vu que le mois d'après, on sait pas, genre j'avais toujours cette crainte de... Ouais, mais imaginons, genre dans 2 mois, j'ai pas de client, ça va être chaud, etc. Tout ça. J'arrivais pas à me projeter. J'arrivais pas à me dire, ok, on va prendre un ordi, on va l'amortir ou un truc comme ça. J'arrivais pas à me projeter. Et du coup, j'avais cette crainte. Mais ça, c'est dangereux, entre guillemets, parce qu'en fait, tu frustres, entre guillemets, ton collaborateur, parce qu'il a pas l'ordi, etc. Il a l'impression qu'il n'est pas dans des bonnes conditions pour travailler correctement, tu vois. Et d'où l'idée que c'est important de mettre en place un plan de trésorerie, même si tu n'as pas de récurrence. Enfin, un plan de trésorerie, un prévisionnel, je m'explique. Parce qu'en fait, même si tu n'as pas de récurrence, en mettant en place un budget, un truc prévisionnel, tu vas te forcer à te dire qu'il faut au moins que je rentre X euros par mois pour ne serait-ce que couvrir mes frais fixes, tu vois, déjà, avant d'aller chercher du résultat, avant d'aller chercher un truc en plus. Mais si au moins tu fais un prévisionnel en te disant, j'ai tant de sorties de cash par mois, direct et indirect, parce que souvent on oublie les coûts indirects, direct et indirect, je sais qu'en face, il faut que j'ai au moins ça pour pouvoir supporter mes charges. Donc, l'idée de se dire, on ne pouvait pas faire un prévisionnel, je pense que c'était pas la bonne réflexion. Fallait faire un prévisionnel, comme ça, en commençant par les charges, parce que c'est les informations que tu as. Clairement. Et en face, tu t'efforces à te dire que, écoute, tous les mois, il faut au moins que je fasse rentrer tant. Et voire même, si je suis optimiste, voire même, ça aurait pu te forcer, entre guillemets, à réfléchir tes offres en te disant que si tous les mois, je suis obligé de faire rentrer 10 000 ou 20 000 ou je ne sais combien parce que j'ai des salaires, parce que j'ai ceci, peut-être que ce serait mieux qu'on... clairement, franchement. Qu'on revoie l'offre parce que il me faut du récurrent, quoi. C'est ce qui s'est passé là, il y a quoi? Il y a même pas... peut-être il y a 6 mois, je pense. Et t'imagines, ça veut dire pendant 3 ans,
on naviguait à vue. C'est-à-dire, on n'avait pas. En fait, on était tous dans un bateau. Ouais. On se disait, ok, les gars, on va là, mais on avance comme ça, tu vois. Et c'est ça. Et c'est ça. Et en fait, le fait d'avoir fait ça, après, on apprend de toute façon. Mais le fait d'avoir fait ça il y a 6 mois, mais j'ai vu que ça a tout changé. Parce que là, notre stratégie maintenant, elle a complètement changé. Là, maintenant, on n'a que des offres en récurrence. Genre, on fait du one-shot, mais on va dire c'est des bonus. C'est ce qui vont payer les trucs à côté. Mais là, maintenant, on a changé nos offres. Je sais exactement combien de clients il faut que j'ai par mois. Tu vois, et c'est vraiment... Tu sais exactement combien ça doit rentrer. C'est ça, en fait. Alors que pendant 3 ans, comme tu l'as dit, franchement, en fait, on aurait dû, tu vois, tu aurais dû nous accompagner, tu vois. Ah, bah, tu vois. Mais du coup, tu vois, on aurait dû faire un plan de trésorerie, même si on n'avait pas de récurrence. Ouais. Parce que, en fait, genre, je naviguais vraiment, quand je te dis, genre, que limite, et je crois que c'est une grosse erreur, que tous les mois, je savais pas combien de bénéfices je faisais. Ben c'est ça. Ben, ça, c'est pas bon. C'est pas bon parce qu'en fait, la plupart des personnes pensent que le prévisionnel, c'est que du chiffre d'affaires. Je dois prévoir le chiffre. Ouais, mais je suis pas capable de le prévoir parce que c'est pas récurrent. Ouais. Mais en fait, le prévisionnel, le premier but, c'est de t'aider, d'avoir une idée, de savoir à peu près, de telle sorte à ce que tu te dises, à la fin du prévisionnel ou dans un mois, dans 2 mois, je dois atteindre tel chiffre. Si je ne l'ai pas atteint, pourquoi? En fait, ça va me permettre d'analyser. Ah, bah écoute, j'ai pas assez rentré d'argent. Ouais. Ou là, parce qu'en fait, le prévisionnel, comme son nom l'indique, c'est une prévision. Mais peut-être que tu peux avoir plus de charges parce que tu as eu une urgence, parce que tu as eu quelque chose qui est tombé comme ça. Donc, tout ça, ça te permet de te dire, bon, là, j'ai un peu merdé. Là, il faut que j'augmente, faut que je baisse mes charges. Là, il faut que j'augmente mon CA, etc. Donc, le prévisionnel, ce n'est pas que la projection du chiffre d'affaires. C'est aussi une analyse de charges. Tu vois, pour savoir que là, si je ne fais pas rentrer de l'argent, je suis en moins. Oui, clairement. Tu vois, ce qui fait que je sucre un peu la trésor. Enfin, la trésor que j'ai stockée. Ouais. Tu vois, donc tout ça, c'est un prévisionnel, c'est très important. Même si, bon, comme on a dit au tout début, il faut passer à l'action aussi quand tu as des projets. Mais quand tu as déjà une structure qui est là, c'est bien d'avoir un endroit pour un truc, un fichier, quelque chose qui te permet un peu de savoir est-ce que je suis primordial. Voilà, tu vois, je suis... Non, moi, je trouve que c'est vraiment primordial parce que je l'ai vu que depuis qu'on fait ça, mais ça a tout changé. Ça a tout changé. Et encore, moi, je l'ai fait tout seul. Genre, je pense que si j'avais été accompagné vraiment bien, moi, je l'ai fait tout seul en mode, OK, j'ai calculé ma rentabilité, j'ai fait tous les services, etc. Tout ça. Ça m'a pris beaucoup de temps. Mais maintenant, genre, je suis beaucoup plus serein. Après, il faut que j'ai de la discipline, parce que je trouve qu'il ne faut pas le faire qu'une fois. Ah non, en fait, ça doit être... ça va être un peu ton tableau de bord, ça va être un peu ton truc de suivi, quoi. C'est ça. Genre en te disant, bon, objectif ce mois-ci, il faut que j'ai minimum temps pour que je puisse payer mes charges. Objectif, là, ce mois-ci, on a fait rentrer tant de chiffres, donc... je vais devoir recruter, par exemple, ou je vais devoir faire appel à un freelance, etc. Donc, les charges vont augmenter. Mais en fait, au moins, tu navigues pas... C'est ça, exactement. Parce qu'à un moment, j'avais fait l'erreur aussi de le faire une fois, mais c'était une fois tous les 3 mois, tu vois. Non. Alors qu'en soi, j'ai l'impression qu'il faut... Après, je sais pas, toi, tu préconises combien de fois faudrait le faire? Non, en fait, l'idée, c'est peut-être d'avoir... Il faut s'équiper, il y a des CRM, il y a se faire accompagner pour avoir un tableau de bord, pour avoir... Parce que là, c'est clairement ce qu'on appelle une problématique de BFR. C'est quoi le BFR? En fait, le BFR, c'est le besoin de fonds de roulement. C'est combien de charges je vais sortir le temps qu'on me paye, le temps que j'ai des encaissements, quoi. Okay, tu vois. Donc, clairement... si tu as un client qui te paye à 60 jours, donc J1, toi, allez, on va prendre un exemple tout bête. 1er janvier, toi, tu es payé 60 jours, donc on va dire fin février. Ouais. Tu encaisses 10 000 euros, par exemple. Mais toi, pendant les 2 mois, tu as de la charge à payer qui passe. Exactement. Tu vois. Donc, tout ça, c'est du pilotage. Il faut se faire accompagner pour savoir, là, j'ai des charges fixes qui tombent. En contrepartie, j'ai du chiffre. Et le chiffre d'affaires, ce n'est pas la trésorerie. Ça, c'est important. Ouais. Tu peux facturer 20 000, mais avoir rien dans le compte. Ouais, c'est ça, exactement. Parce que les clients, ils doivent payer, ils ont un délai de paiement. Il y en a qui payent en retard. Il y en a qui... Donc, en fait, des fois, c'est ce que je dis, des fois, tu peux te retrouver avec un bilan, 100 000 euros de bénéfices. Tu regardes la trésorerie, le gars, il a 10 000 euros. En fait, c'est pour ça que des fois, il faut faire très attention quand on entend...
j'ai fait 5 millions de chiffre d'affaires, oui, mais ça veut rien dire. Tu as quoi en trésor? Ça, tu vois, si tu as 5 millions de chiffre d'affaires, mais que tu n'as pas encore été payé de 3 millions, donc tu as une créance à 2 millions. Derrière aussi, il faut que tu regardes parce que y a pareil pour la trésorerie par rapport aux dettes. Parce qu'on a des dettes. Des fois, si tu engages un freelance, ben, tu as un délai pour le payer. Si tu as des dettes. Tu as des dettes fiscales, tu as des dettes sociales. Donc, c'est bien beau de me dire, par exemple, bon, j'ai 200 000 euros de cash. Mais si je regarde ton bilan et que je me rends compte qu'en fait, tu as des dettes à 300 000, ça veut dire que si tu payes tes dettes, tu es à zéro. Donc, en fait, tout ça, il faut se faire accompagner. C'est du pilotage de trésorerie, c'est du BFR. Moi, je trouve que c'est super important en vrai de se faire accompagner là-dessus. Parce que, en fait, je me demande encore comment on n'a pas fermé durant toutes ces années-là. Parce que vraiment, parce qu'en fait, on n'était pas accompagné. Quand on était accompagné, on avait un expert comptable, mais je pense que moi-même aussi, j'avais pas cette discipline-là, genre de tout temps. Parce qu'en fait, j'imagine, vous, les experts comptables, si vous n'avez pas de matière, vous ne pouvez pas conseiller personne. Tu vois. Non, en fait, c'est du donnant-donnant. Il faut jouer le jeu. C'est pour ça que... moi, souvent, quand je vois des clients qui viennent me voir, enfin des prospects, oui, mon expert comptable m'accompagne, etc. Là, on parle d'un confrère. Donc, moi, j'essaye de creuser. Est-ce que vraiment, il n'était pas dispo, pas bon? Ou est-ce qu'il n'y a pas eu... Est-ce que c'était pas prévu? Parce que nous, on a des lettres de mission. Si dans la lettre de mission, le gars, il te dit, je te fais ta TVA tous les mois, tu es content parce que tu payes pas cher, voilà. Ne demande pas, enfin voilà. Donc en fait, tout ça, c'est une symbiose qui doit se faire entre l'analyse des besoins du client, ce que l'expert comptable est prêt à faire, tu vois, comment il peut t'accompagner, etc. Donc, des fois, en creusant, tu te rends compte qu'en fait, c'était pas prévu dans la lettre, ou vous n'en avez pas discuté, ou on croit souvent que je paye ça, donc tout est inclus dedans, alors qu'en fait, non. Donc voilà, c'est toute une analyse à avoir, quoi. Non, franchement, genre, c'est là aussi, quand on dit que l'entrepreneuriat, c'est dur, c'est pas forcément dur dans la production, c'est dur dans tout ça, en fait. Savoir avec qui se faire accompagner, faire le plan de trésorerie, alors que c'est des choses qui sont super importantes. Moi, je l'ai vu depuis que je le fais. Franchement, et encore, je le fais à ma sauce. Genre, je le fais pas. Genre là, je suis accompagné par un autre. Genre, je suis accompagné, on va dire, sur cette partie-là pour faire le plan de trésorerie, etc. Mais c'est pas. Je sens que je peux aller encore plus loin. Je sens que je peux aller encore plus loin. Oui, mais déjà, en fait, ça t'a donné un cadre. C'est ça. Ça, c'est important. Déjà, tu sais quand t'es pas bon. Déjà, enfin, les choses ne tombent pas comme ça, quoi. Tu vois, c'est-à-dire, tu as quand même, tu vois, ça te permet un peu de savoir. Et là, aujourd'hui, Imagineurs, ça va, ça tourne. Et quels sont tes projets? Parce que tu m'en avais parlé en off, que tu étais parti pitcher un projet avec des investisseurs. Est-ce que tu peux... En fait, déjà, la vision de base de Imagineurs, comme je te disais, genre, j'avais créé ça de base, c'était pas forcément mon métier, quoi. Genre, j'ai pas fait d'études dans la vidéo, j'ai vraiment appris dans le tas avec YouTube, etc. Quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, je me suis dit, il faut qu'à terme, je lance une entreprise dans l'innovation, dans ma passion vraiment, quoi, dans l'innovation, dans la technologie ou autre. Mais vu que j'avais cette opportunité-là dans la vidéo et que pour lancer une entreprise dans l'innovation ou autre, il faut de l'argent, il faut du réseau, il faut déjà avoir de l'expérience entrepreneuriale pour pas faire certaines erreurs, je me suis mis dans la vidéo en me disant que l'objectif de Imagineurs, c'est bien sûr d'avoir des clients, de fournir un service de qualité et que ça suit mes valeurs. Donc, c'est-à-dire avoir tout le temps des vidéos créatives, innovantes, que les marques vont venir. Et c'est pour ça qu'elles signent avec nous. C'est parce qu'en fait, on leur donne toujours des stratégies innovantes, des stratégies vidéo innovantes, des contenus innovants. Mais le but de Imagineurs, c'est vraiment de pouvoir financer aussi tous mes autres projets qui vont venir en termes de technologie. Et là, en fait, là, il n'y a pas longtemps, on travaillait sur un projet qui était secret, genre pendant un petit moment de ça. Et là, on a commencé à le dévoiler. En fait, on veut créer une plateforme en ligne qui va permettre aux marques, aux créateurs de contenu de faciliter la création de vidéos avec l'intelligence artificielle. Attends. Ça veut dire que moi, je viens, je mets mes rushs de vidéos, Enfin, l'idée, c'est que ça puisse monter tout seul. C'est vraiment pour vous faciliter la tâche, parce que tu sais que le montage, c'est la partie la plus longue et chiante, tu vois. Et en fait, nous, on va faire, vu maintenant l'IA est en train de vraiment tout bouleverser, c'est que tu viens, toi, tu t'es filmé face caméra, voilà, t'as parlé, etc., tout ça, mais t'as la flemme de faire les cuts, t'as la flemme de mettre les sous-titres, t'as la flemme de mettre la musique, t'as la flemme de faire le montage en soi. C'est un boulot, quoi. C'est ça. En fait, tu mets tes rushs dans la plateforme, et en fait, la plateforme va te proposer un pré-montage, donc c'est-à-dire, elle va déjà te mettre une
musique, te mettre les sous-titres, te mettre tout ça. Et ensuite, toi, tu pourras après modifier tout ça. Mais ça te permettra de gagner énormément de temps dans ton montage. Tu vois, avant, pour mettre des sous-titres, bon, maintenant, il y a beaucoup d'outils qui permettent de faire ça. Mais pour mettre même les zooms, les dézooms, mettre des incrustations, par exemple, tu vois, dans les vidéos maintenant, pour rajouter du dynamisme, quand tu vas parler d'une voiture qui vole, bah, en fait, ils vont mettre une vidéo. Oui, ils vont mettre une vidéo. Oui. Bah, en fait, nous, c'est un peu ce qu'on veut mettre. C'est que tu mets ta vidéo, qui est de base brute, rien du tout. Tu mets ta vidéo, et à la fin, tu te retrouves avec une vidéo, il y a sous-titres, incrustations, zoom, musique, etc. D'accord, donc ça, c'est ton futur projet. Enfin, c'est ça. Là, c'est le projet qui est maintenant. Après, j'ai d'autres projets aussi, mais le projet vraiment où je mets ma force, les projets entrepreneuriaux dedans, c'est Imagineers, qui lui, bah, en fait, c'est clairement le projet qui me permet de vivre. Hein. C'est celui qui me rémunère, c'est celui qui fonctionne actuellement. Et moi, mon but aussi, c'est vraiment de créer un écosystème, en fait. En fait, je veux que Imagineers soit l'agence marketing digitale de tous mes autres projets que je vais créer. D'accord, tu vas créer un écosystème qui permet de, par exemple, si tu as une société de vidéo, machin, ça sera Imagineers qui va être en gros, enfin, qui va faire la prestation. Ouais, c'est un peu ça. En fait, c'est comme là, le projet, il s'appelle Nextplay, la plateforme. Et en fait, tout le marketing de Nextplay, bah, en fait, ça sera Imagineers qui va le faire. C'est ça. Et pour les autres projets aussi. Parce qu'en fait, Nextplay, c'est juste le début, mais j'espère un jour, on ne pourra pas aller à la Silicon Valley et révolutionner. Oh, bah, tu sais, il faut toujours viser loin. Hein. C'est ça, exactement. En tout cas, moi, c'est mon but. Mais vraiment, ce côté où je veux créer un écosystème, c'est mon but, c'est-à-dire de garder les deux sociétés. Donc je ne vais pas arrêter Imagineers, même si c'est vrai que ces temps-ci, on n'en a pas forcément parlé, mais les 7-8 derniers mois, là, ils étaient quand même assez compliqués, parce qu'en fait, je pense que les marques, vu qu'il y a commencé à avoir l'intelligence artificielle, etc., elles ont commencé à moins investir en vidéo. Avoir un peu moins de budget, ils allouent un peu moins de budget dans ça parce qu'ils se disent que... Exactement, quoi. Genre, c'est un peu ça. Et en plus, là, on voit avec OpenAI, genre tous ces logiciels-là qui sont en train de sortir, qui sont en train de révolutionner le monde de la vidéo. Donc, ça fait un peu peur aux marques. Donc, c'est pour ça que ces derniers temps, on a fait vraiment un revirement de stratégie. Genre, avant, on était vraiment que sur la vidéo publicitaire. Là, maintenant, on commence à faire du community management, on fait de la stratégie digitale, on fait un peu tout ça. Et à côté... en fait, je commence à développer petit à petit cette société-là, Nextplay, avec cette plateforme innovante, quoi. Ok, et là, tu as pitché parce que tu as besoin de fonds, c'est ça? C'est ça, exactement. En fait, on a besoin de fonds et aussi, je te cache pas, de visibilité aussi. Parce qu'en fait, je pense que le but d'aller pitcher devant des gens, c'est pas uniquement des fonds. Parce qu'en soi, je pense que les fonds actuellement, certes, on en a besoin, on a toujours besoin de fonds de toute façon pour recruter, etc. Mais en soi, c'est pas l'immédiat là maintenant. Là maintenant, en vrai, on pourrait encore bootstrap, donc c'est-à-dire s'autofinancer nous-mêmes, etc. Mais pour ceux qui savent pas, le terme bootstrap, c'est quand tu as une société qui s'autofinance, quoi. C'est ça, exactement. À contrario des levées de fonds, etc. C'est un peu ce que j'ai fait avec Imagineers, c'est qu'on n'a pas eu besoin de fonds, etc. Je suis parti franchement, quand je dis de zéro, je veux pas faire le gars de TikTok et tout. Ouais, les gars, je suis parti de zéro et tout. L'entrepreneur Instagram. Ah, je te jure. Non, mais c'est vraiment vrai parce qu'Imagineers, je suis vraiment parti de. Quand je dis zéro, genre, c'était abusé. Genre, on avait arrêté Deliverclay, donc la première société. On n'avait rien du tout. Et j'ai lancé Imagineers avec Snapchat, avec un truc gratuit. Et là, maintenant, en fait, on travaille avec Orange, avec Samsung, etc. Tout ça. Donc, c'est un peu ça, l'évolution, ouais. C'est ça. Et du coup, je veux faire pareil avec Nextplay. Mais après, s'il y a des investisseurs, parce que moi, mon but, c'est d'aller très loin aussi, c'est le mieux. Mais je suis surtout allé pitcher pour la visibilité, me faire connaître dans ce monde-là des investisseurs, ce monde-là de la tech, etc. Tu reviens à ce que tu disais, développer le réseau. C'est important. Parce que le réseau, c'est trop important. C'est important parce que même si là où tu es parti pitcher, là, même que tu es des investisseurs ou pas, tu as rencontré des gens. Ah, mais clairement. Quelqu'un qui peut t'aider, quelqu'un qui peut te ramener un client, quelqu'un qui peut te donner une idée, quelqu'un qui peut te... Le réseau, c'est très important. Non, mais clairement. C'est pour ça qu'on est là aussi. Ah ben voilà. Enfin, on s'est connus grâce comme ça. Oui, on s'est connus sur Comlink. Donc voilà, et maintenant on est là. Et après, par contre, moi, il y a un truc qui m'interpelle dans tout ce que tu me dis. Là, tu as envie de créer un écosystème. Donc, si possible, dans ta future société, faire rentrer des investisseurs tout en gardant Imagineers. Donc, tout ça... ça nécessite une restructuration pour moi. C'est-à-dire que tu ne peux pas être gérant d'Imagineers. Enfin, dans les faits, tu peux être gérant d'Imagineers et gérant de la future société. Mais s'il n'y a aucun lien entre les deux, ce qui peut t'embêter, c'est que demain, si tu as Imagineers qui existe depuis quelques années, a des fonds,
si tu structures pas ton business, entre guillemets, tu ne pourras pas faire en sorte que Imaginers, qui a des fonds, finance ta société, finance ta société, aide ta société, des prêts de trésorerie, etc. C'est pas possible pour des sociétés qui n'ont aucun lien, quoi, entre guillemets. Donc, bon, là, dans ton idée, ça serait, je pense, ce serait de restructurer en créant une société en haut, qui est une société holding, qui détiendrait, en fait, Imaginers à 100%. Et au tout début, sauf si tu fais rentrer des investisseurs plus tard, mais qui détiendrait 100% aussi de l'autre société. Ce qui va te permettre de, si demain tu fais rentrer des investisseurs dans l'autre société, tu leur revends des parts. Enfin, ta holding va revendre des parts et tu gardes à 100% Imaginers. Tu fais une convention de trésorerie entre les trois structures, voire plus, si tu crées une autre société ou tu intègres le capital d'autres sociétés. Enfin, clairement, tu investis dans d'autres sociétés. Si tu fais une convention de trésorerie, en fait, tu peux faire tourner la trésor entre les trois sociétés, quoi. Donc ça, c'est très important. Et ouais, je pense que dans tous tes projets, là, à voir encore une fois, parce que j'ai pas les chiffres, tu vois, pour savoir combien fait Imaginers, etc. Faire un petit prévisionnel pour la future société, etc. Mais j'imagine un plan comme ça, en mode tu revends tes parts à titre personnel à une holding que tu vas créer. La holding va être présidente de la future société et présidente d'Imaginers. Convention de trésorerie. Ça peut même aller très loin. On peut même faire une intégration fiscale, ce qui fait que, par exemple, c'est une seule société, la holding, qui paye l'impôt et tu compenses les résultats. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu as une Imaginers, par exemple, je sais pas, elle fait 100 000 euros de résultats. Tu as l'autre société, au tout début, peut-être que tu auras une perte, moins 20, moins 30, je ne sais pas. Si tu ne fais pas une intégration fiscale, les moins 20 000, donc il n'y a pas d'impôt, parce que c'est négatif. Les 100 000, tu vas payer plein pot sur 100 000, alors que si tu fais une intégration, en fait, on va compenser les résultats. Ce qui fait que tu vas avoir 100 000 moins 20, ça va faire 80, donc tu vas payer de l'impôt sur les sociétés sur 80 000. Au lieu de payer sur 100 000, chez Imaginers et 0 de l'autre côté. Parce que quand tu es en perte, tu ne payes pas. Mais ça serait bête de ne pas compenser. Et en termes de statut, du coup, qu'est-ce que tu préconiserais exemple, là, Imaginers, il est en SAS. Toi, tu es en SAS, là, chez Imaginers. Exactement. Et là, genre, exemple, pour la holding et pour En fait, ça va dépendre de plusieurs choses. Ça, il faut voir au cas par cas. Mais une holding... la plupart des investisseurs que je vois en holding, il y en a qui sont en SAS parce que la SAS est un peu plus flexible. Alors que les SARL, c'est des statuts figés où tu suis ce qui est marqué. La SAS est un peu plus flexible. Après, il y a surtout des politiques de rémunération. C'est ça. Voilà. Est-ce que j'ai envie d'avoir un statut d'assimilé salarié? Oui, mais je paye trop de charges. Du coup, je fais une SARL. C'est un bon truc que je voulais savoir justement. On parle beaucoup justement de rémunération parce que en vrai de vrai, on fait tout ça pour ça. C'est ça, c'est le nerf de la guerre, quoi. Donc imaginons, genre, je préfère, j'en avais déjà un peu parlé avec quelqu'un, mais après, genre, je pense que j'ai un peu oublié. Avec Imaginers, là, je suis en SAS. Et avec Nextplay, genre, je pense que c'est avec celle-ci où j'ai envie de mettre un salaire en soi. Et la holding prendre que des dividendes. Alors comment genre je peux bien... en fait tout ça c'est au cas par cas parce qu'en fait ce qui se passe généralement c'est que toi quand tu vas créer une holding, faut faire attention parce que quand tu vas créer une holding, c'est la holding qui détient les autres sociétés. C'est pas toi à titre personnel. C'est-à-dire que c'est la holding qui sera présidente des autres sociétés. Donc c'est pas toi à titre personnel. C'est-à-dire que généralement on fait ce qu'on appelle, on refacture des frais de présidence, machin. On fait tout monter en haut et c'est en haut que tu te payes. C'est-à-dire que Imaginers va payer, sauf si tu es gérant, quoi, sauf si tu es en SARL, mais Imaginers, tu fais des factures de prestations qui va payer à la holding parce que tu travailles dans Imaginers.
l'autre société aussi, parce que tu travailles, tu alloues ton temps. Par exemple, si on fait du 50-50, tu fais, je sais pas moi, 10 000, tu factures 10 000 à Imagineur, c'est 10 000 à l'autre, donc tu as 20 000 qui montent. Et après, tu te démerdes dans ta holding, quoi. Est-ce que, du coup, là, on peut parler un peu de Comlink? Petite parenthèse, quoi. Toi, je te laisse la parole parce que c'est toi qui connais plus Comlink que moi. Mais on s'est rencontrés sur ce réseau. Ça, et bon, ça sera l'occasion, la petite parenthèse publicité pour ceux qui pourraient être intéressés. On parlait de réseau. Genre que le réseau, c'est très, très important dans le business parce que ça te permet d'avoir des opportunités que tu n'aurais pas eu, quoi. Genre ça te permet d'avoir des clients, d'avoir de la connaissance. Exemple là, grâce au réseau, là tu m'as appris des choses et peut-être on va faire business ensemble ou autre. Et donc c'est pour ça que c'est important d'intégrer un groupe d'entrepreneurs, quel que soit le groupe. Et là, Comlink, en fait, c'est moi j'y suis depuis, je pense, 3 ans et demi, je crois. 3 ans, un truc comme ça depuis. En fait, c'est un groupe d'entrepreneurs comoriens, donc de la diaspora comorienne, aussi des Comores. Et le but, en fait, c'est vraiment de tous se réunir pour pouvoir faire des projets ensemble, pour pouvoir créer des synergies, pour pouvoir développer nos business ensemble, avec des valeurs qui sont assez fortes quand même, genre entre nous. Et ce que j'aime beaucoup avec Comlink, c'est qu'en fait, depuis que je suis rentré, c'est pas du bullshit, quoi. En fait, je suis rentré, j'ai fait énormément de business avec les gens dans Comlink, j'ai rencontré des personnes incroyables. Vraiment, genre ça a été que du plus. Alors que j'en ai fait des groupes d'entrepreneurs, j'en suis dans 3, et franchement, je pense que c'est celui, et je dis pas ça parce que je suis comorien, mais vraiment. Alors que normalement, au contraire, genre d'habitude, quand tu dis un truc qui a été fait par les Comoriens, c'est triste à dire, mais souvent c'est fait à l'arrache, c'est fait à tout ça. Mais quand je suis rentré, j'ai vu l'organisation, les événements, les synergies, comment elles se créent. Après, moi, j'ai été proactif énormément au début de Comlink, donc je pense que c'est pour ça que j'ai pas mal d'opportunités aussi là-dessus. Mais vraiment, si en tout cas, genre t'es comorien, t'as un business, si tu veux rencontrer d'autres personnes, parce que parfois on est seul dans notre bulle et on croit qu'on est seul dans nos problématiques ou autre, alors que moi dans Comlink, à chaque fois que j'ai une problématique, je parle avec quelqu'un, ok, en fait moi j'ai cette problématique là, comment tu fais pour ça? Hop, on s'entraide, et lui un jour je vais l'aider, il va m'aider. Moi j'ai intégré Comlink beaucoup plus tard que toi, il y a moins d'1 an. Et effectivement, j'ai senti, ça m'a beaucoup apporté parce que du coup, tu échanges avec des gens comme toi, des entrepreneurs qui ont quasiment les mêmes problématiques que toi. Bon, clairement. Je suis expert comptable, mais ça reste quand même une société comme une autre, mon cabinet. Clairement. Donc, en fait, on a quasiment les mêmes problématiques. Et effectivement, ça m'a permis de te rencontrer. En intégrant Comlink, j'ai eu 2-3 clients. Dans Comlink ou de la recommandation. Enfin, tu vois, donc bon, oui, effectivement, si vous êtes d'origine comorienne et que vous voulez intégrer un réseau où il y a plein d'échanges, on porte des valeurs, on s'entraide, on se réunit une fois dans l'année pour les séminaires, tout ça. Donc, on a un groupe sur Telegram qui est très... Même sur Discord aussi. Voilà, sur Discord, tout ça qui est très actif. Généralement, là, je vois les messages. Quelqu'un a une demande, on essaie de l'aider, on l'accompagne, on lui apporte quelque chose, ou on lui préconise, ou on lui recommande autre chose. Donc, allez-y, c'est magnifique. C'est vraiment top. Du coup, là, on arrive vers la fin. Est-ce que, Eladjine, tu aurais un petit mot de la fin par rapport à ton parcours, par rapport à tous tes futurs projets? Bref, aujourd'hui, qu'est-ce que tu aimerais déjà, te remercier déjà. Franchement, parce que c'était vraiment top. J'ai beaucoup aimé le podcast. On a parlé de pas mal de choses. Et là, on va discuter aussi après par rapport au holding, etc. Là, donc ça, c'est top. Et franchement, genre, si j'ai un mot à dire pour la fin, c'est que c'est important d'être accompagné. Franchement, c'est très, très important. Moi, au début, je voyais pas ça comme ça. Je me disais, oui, c'est important d'être accompagné. Mais bon, ça va, il y a tout sur Google et tout. On peut tout trouver. C'est ça, on peut tout trouver. En fait, non, c'est vraiment un métier. Il faut se faire accompagner. Et pas juste accompagner pour être accompagné. C'est vraiment être accompagné pour être sûr de prendre la bonne direction. Tout à l'heure, je parlais d'un équipage dans un bateau. En fait, c'est bien d'avoir le bateau, d'avoir un bateau supersonique qui va à 300 000 km/h, qui est high-tech, qui est magnifique, etc.
Mais par contre, si tu mets une destination et que en fait, tu regardes pas si tout le temps tu es dans la bonne destination, bah, en fait, au bout d'un moment, tu vas te retrouver. Tu vas te perdre. Bah oui, tu vas te retrouver en Australie alors que tu voulais aller aux États-Unis. Donc, je trouve que c'est important de se faire accompagner justement pour avoir l'esprit tranquille, se dire que, ok, toutes les semaines ou tous les mois, je sais dans quelle direction je vais, je sais où est-ce que j'emmène mon entreprise. En fait, c'est surtout ça aussi de savoir où est-ce qu'on va. Et voilà. Donc. Bah écoute, moi je te remercie. Je te remercie d'être venu. Ce fut un plaisir. On a beaucoup échangé, j'ai beaucoup appris sur ton parcours et ça a permis aussi d'éclairer certaines personnes qui seraient dans le même domaine que toi ou même des entrepreneurs de façon générale parce que je tiens à préciser que c'est l'idée du podcast. Moi, je suis expert comptable. En fait, l'idée, c'est que ça soit des décisions stratégiques, financières, etc. Au moins que toi, dans ton cas, toi, ce que tu as vécu ou même les conseils ou les idées que j'ai pu te donner parce que bon, bien évidemment, c'est pas en 1 heure que je pourrais, j'ai pas les chiffres, j'ai pas machin, mais c'était donner une idée, histoire que chacun puisse comprendre, puisse avoir une idée sur ce qu'il peut faire, etc. Donc merci à toi et je te dis à très bientôt. Avec grand plaisir, à très bientôt. Pour une V2.